Avant de commencer à discuter sérieusement économie, il faut bien comprendre une chose que pas un seul économiste n'est prêt à admettre. L'activité de vente ne crée pas d'argent. Elle ne fait que faire circuler un argent qui existe déjà. La seule façon de créer de l'argent dans la sphère marchande, c'est par le crédit bancaire. Or, toute la science économique, quel que soit le courant concerné, croit à une notion qu'ils appellent la valeur marchande. Le fait d'utiliser de l'argent pour échanger cette valeur ne serait qu'un voile sur les échanges, selon le mot d'Adam Smith. Les économistes considèrent donc que l'argent et la valeur, c'est la même chose. Mais il y a un tour de passe-passe qui fait que c'est pas du tout la même chose. L'argent est une chose qui existe et qui n'est créée qu'à travers l'obtention d'un crédit bancaire. La valeur, c'est une élucubration de millions de cerveaux malades et qui se crée à travers la production des entreprises, supposément. C'est ainsi que la comptabilité nationale parle de produit intérieur brut en unité monétaire, l'euro par exemple, alors qu'il s'agit de production vendue. Le billet avec lequel on va vous payer existe déjà, il est dans la poche de votre acheteur parce que lui-même a été payé avec, par quelqu'un qui avait été payé avec, et ainsi de suite, jusqu'à remonter à la création de cet argent quand le premier acheteur de la chaîne a pris un crédit bancaire. Il existe deux types d'économistes, ils sont tous les deux fous, mais pas au même degré. Les moins nombreux et les moins fous, ce sont les keynésiens. Ils se retrouvent plutôt dans les partis de gauche, c'est comme ça, et ils croient comme les autres que la valeur se crée dans les entreprises. Mais ils ont au moins compris que sans argent, ça allait créer un problème de demande. Ils préconisent donc de prêter de l'argent aux entreprises et parfois aux ménages pour créer une demande, pousser à la production et ainsi réaliser un échange marchand. Comme ils ne veulent pas renoncer au fantasme de la valeur, ils inventent des concepts baroques comme le fait que le crédit serait une anticipation de la valeur produite dans le système. Les plus nombreux et les plus cinglés, ce sont les économistes néolibéraux et notamment les monétaristes. Pour eux, il n'existe jamais de problème de demande, toute production trouve automatiquement une demande en face. Ils font donc comme si l'argent poussait sur les chaînes de fabrication de Renault ou d'Apple. Et ils ne s'arrêtent pas là. Comme l'argent pousse dans les entreprises, ils ne savent pas à quoi sert le crédit bancaire. Disons qu'ils l'acceptent sans le dire pour les grosses boîtes, pour lesquelles ils font semblant de croire qu'elles s'autofinancent. Pour toutes les autres, les petits entrepreneurs et surtout les administrations publiques, l'argent qu'ils empruntent ne peut nourrir qu'une seule chose, l'inflation. C'est d'ailleurs pour eux la principale, que dis-je, la seule cause de l'inflation. Il y a trop d'argent. Bon, comme je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez pas échanger, et quel que soit votre désir de le faire. Le peu d'argent disponible dans la société va ainsi créer une pénurie artificielle et bloquer la simple possibilité de faire des échanges. Pour un économiste libéral, la question ne se pose pas de savoir si l'inflation peut être bonne ou neutre. Elle est par nature mauvaise parce qu'il se place dans la peau d'un détenteur de patrimoine. Il a de l'argent et s'il y a de l'inflation, eh bien, il sera moins riche. Et donc, ces économistes libéraux, quand l'inflation arrive, comme aujourd'hui, ils ne disent pas que c'est une distorsion entre l'offre et la demande de gaz ou un phénomène spéculatif. Ils disent que c'est à cause de l'excès de crédit. Donc leurs solutions vont contribuer à réduire l'accès au crédit. C'est la raison de toutes les politiques dites de rigueur censées mener à la bonne gestion et qui n'amènent jamais qu'une seule chose, la pénurie généralisée. Tous les plans d'ajustement structurel du FMI en Afrique ont donné le même résultat, réduire des pays entiers au rang de crève-la-faim. Dans un plan d'ajustement structurel, il y a bien entendu la réduction des commandes publiques. Dans des pays peu développés, les commandes publiques sont indispensables à la survie de milliers de petites entreprises. Et ça, c'est fini. Il y a aussi des mesures bancaires comme la hausse des taux d'intérêt, la restriction de l'accès au crédit. Aux États-Unis, la Réserve fédérale est devenue intelligente il y a une vingtaine d'années. Pour maintenir le niveau de vie des Américains, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont abaissé le coût du crédit jusqu'à proposer des taux négatifs. Et vous remboursez moins que ce que vous empruntez. La banque compense pour se rémunérer à travers les frais de compte. C'est un modèle qui est fonctionnel. La Réserve fédérale a ainsi racheté les dettes des États et réduit les taux d'intérêt. À cette méthode a été donné le petit nom de quantitative easing. Mais on peut à bon droit considérer que c'est une méthode déloyale. Les entreprises et les institutions à qui ces prêts énormes sont octroyés peuvent absolument racheter tout ce qu'elles veulent. C'est comme ça, par exemple, que la société Altis Finance de Patrick Drahi a racheté SFR et un paquet d'autres entreprises. C'est ainsi que les États-Unis ont un chèque illimité qui leur permet de consommer sans avoir à produire en contrepartie. Mais ça, c'est un jugement moral.
Il n'y a qu'un économiste qui croit dur comme fer que l'argent se fabrique dans les entreprises, qui croit qu'il s'agit d'une anomalie. Le résultat est très facile à observer. L'orthodoxie économique, à travers les plans d'ajustement structurel, ont enfoncé l'Afrique et l'Amérique du Sud dans la misère. Le crédit illimité a fait des Américains un peuple certes lourdement endetté, mais qui vit comme des nababs. Et ça peut fonctionner aussi longtemps qu'on n'exige pas de remboursement. Une exigence qui viendra évidemment des économistes orthodoxes. L'inflation, la voilà. Un temps confrontée à cette menace, la Russie a augmenté son taux d'intérêt directeur à 20%, montrant en cela qu'elle a des économistes aussi orthodoxes que Pierre Jovanovic ou Olivier de Lamarche. De même, les solutions prévues par la Banque centrale européenne pour couper le coût à l'inflation sont d'augmenter les taux d'intérêt et de mettre fin à la politique de rachat de dettes des États par les banques centrales. Tout le monde semble donc revenir à des principes économiques raisonnables, alors que ces 20 dernières années, les banques centrales auraient eu des pratiques folles en proposant des taux directeurs dérisoires et un financement très généreux des dépenses des États, alors que ceux-ci seraient déjà structurellement en faillite et incapables de faire face à leur remboursement. Mais le pire, c'est que leur méthode ne marche même pas. Si vous augmentez les taux d'intérêt, le commerçant endetté va compenser en augmentant ses prix. Si vous empêchez les commandes d'État, l'État n'achètera pas moins cher, il n'achètera pas du tout. Donc le commerçant va là aussi compenser auprès de ses autres clients et augmenter les prix. Il y a aussi un petit problème de temporalité. Ces politiques, elles ont commencé il y a 20 ans. Et l'inflation ne la constate qu'aujourd'hui. Pendant 20 ans, on a observé une inflation régulière sensiblement plus élevée que celle du panier de l'INSEE, qui est composé de telle manière qu'il sous-estime beaucoup les phénomènes inflationnistes. Mais ce n'était pas une explosion des prix à la sud-américaine ou à la façon de la République allemande de Weimar. Dans toute économie, tous les vendeurs cherchent un peu à gratter, ils profitent d'une concurrence faible ou de l'inertie de la clientèle pour augmenter un peu leur prix sans que celle-ci change de crèmerie. Pour compenser le manque à gagner, les autres vendeurs répercutent la hausse des coûts de fonctionnement de leur entreprise et du coût de la vie pour eux-mêmes. Ça crée une forme de spirale inflationniste lente qui est une sorte de bruit de fond de l'économie marchande. La vraie inflation, c'est maintenant. Si vous écoutez les économistes libéraux, ce n'est pas conjoncturel à cause d'une offre raréfiée de gaz et de pétrole ou d'une spéculation sur les marchés des matières premières. Non, non, c'est la planche à billets. Planche à billets qui a pourtant commencé il y a 20 ans. Et ils vous disent que ça prouve, 20 ans après, qu'ils avaient raison depuis le début. Les économistes libéraux sont structurellement fous. Il est impossible de discuter de manière intelligente avec eux, toutes leurs idées sont fausses, elles ont des conséquences catastrophiques et ils en sont extrêmement fiers. Et ils ne sont pas au pouvoir. Ils font partie de la soi-disant dissidence, ce sont Charles Gave, Pierre Jovanovic, Olivier de Lamarche, et si on écoute Tatiana Ventose, on a un peu l'impression de les entendre. Structurellement, un système basé sur le crédit et le taux d'intérêt ne peut qu'entraîner une accumulation de dettes. L'économiste libéral ne le comprend pas, comme il ne comprend pas la notion d'épargne, il ne comprend pas la notion de crédit. Il croit que l'accumulation de dettes est juste une conséquence de la planche à billets et de la gabegie de l'État. Et donc il anticipe que la confiance va disparaître et punir les méchants États occidentaux. La croyance à une correction du marché, c'est bien une croyance. En réalité, on peut accumuler autant de trilliards de dettes que l'on veut sans que le système revienne à un supposé équilibre. La Banque centrale européenne et la Réserve fédérale ne veulent pas revenir aux méthodes de Raymond Barre. Elles ne veulent pas faire des pays occidentaux l'équivalent des pays du Sahel parce que leurs dirigeants y vivent. De plus, elles tournent au crédit illimité depuis 20 ans. Elles ont bien compris qu'elles n'allaient pas être remboursées. Pourquoi alors encore faire croire qu'il s'agit d'un emprunt? On pourrait revenir à une forme de création de monnaie centralisée, pas par les États, mais par les banques centrales. C'est le projet d'euro numérique prévu pour la fin 2023. Les contours ne sont pas encore très clairs, ni le rôle que devront jouer les banques commerciales. On peut constater deux choses. La première, c'est la poursuite de concentration du capital. Le principe du crédit illimité a entraîné une énorme concentration de la richesse en 20 ans, et particulièrement ces 2 dernières années. Un petit nombre de personnes achètent tout. D'un autre côté, le déclenchement d'une inflation artificielle va ruiner les petites entreprises et les particuliers. Bientôt, on va même s'attaquer aux propriétaires immobiliers à travers la taxe foncière et la révision des lois sur l'héritage. La seconde chose que l'on constate, c'est que de nombreuses entreprises connues arrêtent leur activité en Amérique du Nord ou en Europe, et ce, sans avoir fait faillite. Les dirigeants vendent leur part. Que savent-ils? Ils savent peut-être que dans un avenir proche, ils ne pourront plus faire de profit. Parce que la clientèle n'aura plus d'argent? Parce que les banques vont se déclarer en faillite et vider les comptes?
La forme juridique actuelle de l'entreprise a peut-être vécu, et la comptabilité de l'argent aussi. Nos élites pensent à autre chose qu'au retour de la rigueur. Ils pensent au grand reset. C'est quoi ça? On pourrait se pencher dessus un peu plus tard.